En cette journée internationale des personnes handicapées, j'ai vu tout à l'heure que c'était la 29e, donc ça fait bientôt 30 ans qu'on la fête, le 3 décembre de chaque année. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à ce webinaire qui va porter sur le développement des compétences chez, mais aussi autour de la main-d'œuvre en situation de handicap. Donc, moi, je m'appelle Pascale Chanou. Je coordonne le comité consultatif personnes handicapées, qui est, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un forum multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi, donc à l'égard des personnes handicapées. Alors, vous l'avez compris, c'est moi qui serai votre animatrice pour cette activité. Alors, bien sûr, je veux aussi souhaiter la plus cordiale bienvenue à mes 3 invités. Donc, Christine, Maroussia et Marie-France, merci à nouveau, mesdames, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Là, c'est extrêmement apprécié, votre contribution future. Alors, le webinaire va se dérouler comme suit, d'une façon assez simple. Je vais prendre une quinzaine de minutes avec chacune de mes invités, donc on va échanger. Et il y aura ensuite une période de questions d'un quart d'heure également. Alors, je vous demanderai peut-être si vous le souhaitez déjà, on va utiliser la fenêtre questions et réponses pour la période de questions. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà commencer à poser des questions dans la fenêtre Q&A. Nous avons, comme vous le voyez à l'écran, aussi une interprète LSQ, donc, qui est avec nous. Bonjour Nicole. Donc, elle va nous accompagner tout au long de l'activité. Si vous avez aussi un problème technique, on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas, vous pouvez aussi éventuellement utiliser la fenêtre questions-réponses pour le signaler. Donc, on tentera de le régler au fur et à mesure. Alors, ceci étant dit, donc, je vous propose qu'on démarre. Alors, je suis très heureuse de commencer avec Christine Larrivé. Bonjour Christine. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer, prendre 2 minutes pour te présenter là, si tu permets. Donc, Christine est détentrice d'un baccalauréat en sexologie et d'un DEC en arts et technologies des médias. Elle a plus de 23 ans d'expérience en employabilité auprès des personnes handicapées. De 2005 à 2013, à titre de conseillère au programme de formation adaptée, elle était en intervention directe avec la clientèle et les partenaires impliqués. Elle est, depuis 2013, agente de communication et de liaison de l'organisation. Donc, c'est le service spécialisé de main-d'œuvre personnes handicapées en Montérégie qui va nous en parler. Et à ce titre, elle occupe également le poste de chef d'équipe pour la formation et le soutien aux conseillers au programme de formation adapté. À cela s'ajoute une vaste expérience en animation de groupe dans les formations adaptées. Alors, avec toi, Christine, on va plus aborder la question de la formation adaptée en amont de l'intégration des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter vraiment très rapidement ton organisme et ses interventions en formation? Dans quel domaine? Depuis quand vous faites ça chez vous? Ben oui, merci pour l'invitation encore une fois. Donc, ben, c'est ça, le SDEM a développé là, en partenariat avec les différentes commissions scolaires, maintenant les centres de services scolaires, des formations adaptées. On en a actuellement 5 sur le territoire. On a une formation dans le domaine d'agent de bureau. On a une formation de préposé aux aînés en résidence privée, également une formation de préposé au bien-être animal. Et on a 2 formations
formation, service à la clientèle, alimentation et entretien. Donc, pour travailler soit en entretien ménager ou comme aide cuisinier. Ça fait depuis 96 déjà qu'on a des mesures de formation avec Service Québec. On en a eu dans toutes sortes de domaines, mais là, actuellement, c'est celles qui sont actives. D'accord, parfait. Et puis, peut-être rapidement, un service spécialisé de main-d'œuvre personnes handicapées, comme le tien, qu'est-ce que c'est? Les gens ne le savent pas forcément, Christine. Oui, exactement. Donc, le SDEM, CEMO, on est un organisme. Donc, nous, on offre de la formation, mais on fait surtout de l'intégration et du maintien en emploi pour personnes handicapées. Nous, on couvre tout le territoire de la Montérégie, mais des organismes comme le nôtre, il y en a partout au Québec. Et dans le fond, vous pourriez consulter le site du ROSEF, là, qui est le regroupement des organismes spécialisés, pour voir dans votre secteur quel organisme pourrait vous accompagner dans l'intégration des personnes handicapées dans votre entreprise. Merci, Christine. Une première question qu'il est légitime de se poser, pourquoi faut-il adapter la formation aux personnes en situation de handicap? Quels sont les besoins particuliers de cette population qui font qu'une formation comme dite classique ne répond pas à leurs besoins? Est-ce que tu peux nous dire ça? Mais dans le fond, nous, les formations adaptées sont venues d'un trou de service, si je puis dire, justement pour les clientèles qui ne peuvent pas aller dans le service régulier. Donc, on ne dit pas qu'une personne handicapée ne peut pas aller vers une formation régulière. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même une partie de la clientèle personnes handicapées qui ne serait pas apte à poursuivre des formations dans le système régulier. Et c'est là qu'on intervient. Donc, nos formations sont vraiment adaptées. On a des petits groupes. Ce sont souvent des cours qui sont magistraux. Hein. Quand on regarde plus au niveau du DEP, c'est souvent chacun y va avec son cahier à son rythme. Ça convient moins bien pour certaines clientèles. Donc, fait que c'est vraiment pour venir combler là, ce manque-là. Là, c'est vraiment notre mandat là, de prendre les gens qui ne seraient pas en mesure là, d'aller vers une formation dite régulière là, dans le réseau scolaire. D'accord. Est-ce que, parce que vous travaillez avec des personnes qui ont différents types de handicap, donc peut-être des besoins particuliers différents, est-ce que toutes les personnes en situation de handicap ont besoin de formation adaptée, Christine? Mais non, comme je le disais, il y en a plusieurs qui vont être en mesure là, de se diriger vers le système régulier. Fait que c'est vraiment nous, notre mandat, c'est vraiment de répondre aux gens qui ne seraient pas en mesure ou même on a certaines formations qui font que quelqu'un sans handicap n'aurait pas nécessairement besoin de cette formation-là pour intégrer le marché du travail. Mais quand on passe à des clientèles qui, par exemple, ont des gros troubles d'apprentissage ou ont une déficience intellectuelle, bien, vont avoir besoin là, d'une formation pour intégrer le marché du travail. Fait que elle est là la nuance ou la différence. Là, puis on a monté des formations aussi complètement sur mesure qui n'existent même pas aussi là, dans le réseau régulier. Là. Je pense entre autres à notre formation de préposé au bien-être animal. C'est exclusif à nous, là, ça n'existe même pas là, dans le réseau c'est comme scolaire. une offre complémentaire aussi par rapport Oui, exactement. en termes même de thème, quoi, de domaine de formation. Oui. Justement, tu parlais de certaines populations, là, tu viens de parler de certaines populations. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'aménagement, si tu veux, ou d'adaptation, peut-être pour ces populations, mais peut-être pour d'autres aussi, pour que les gens comprennent vraiment davantage, quand on parle d'aménagement dans une formation, de quoi on parle en fait, c'est ça? Bien, si je parle justement pour les clientèles avec une déficience intellectuelle ou des gens qui ont eu des troubles d'apprentissage, parfois des déficits d'attention, mais souvent, nos formations vont avoir un gros contenu pratique. On a des plateaux de travail, donc les élèves vont être amenés à vraiment déjà mettre en pratique tout ce qu'ils vont avoir appris en classe. Donc, au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses comme ça. Notre formation de préposé aux aînés aussi, bien, c'est vraiment exactement le même contenu qu'on donne dans le système régulier, sauf qu'on a allongé les modules pour permettre
permettre justement plus de temps et surtout beaucoup plus de pratique. Mais les examens sont tous les mêmes et nos clients, même si quelqu'un a une lenteur intellectuelle, va être en mesure là, quand même de réussir les examens. C'est donc dire que c'est vraiment dans le temps et dans l'accompagnement qu'on va offrir qui va faire la différence là, pour ces gens-là. Fait que ça, Quand... Oui, excuse-moi, Pascal. Vas-y, Christine, après je te Bien, poserai une question. ce que j'allais dire pour notre formation agent de bureau, bien là, évidemment, c'est un tout autre type de clientèle. On reçoit beaucoup des gens qui soient en déficience physique ou des gens avec des problématiques de santé mentale. Fait que là, c'est plus du soutien, de l'accompagnement pour gérer l'anxiété, pour gérer la pression pour nos clientèles avec déficience psychologique, mais pour nos clientèles physiques, ben là, on va aménager les lieux. Si on a vraiment des postes ergonomiques, c'est vraiment adapté pour elles. Là. Donc, Tu parlais des examens. oui. L'évaluation, c'est un élément vraiment important dans la formation. Est-ce que tu peux nous donner des exemples plus concrets d'aménagement, par exemple, pour l'évaluation en général? Bien, c'est sûr qu'il y a certaines formations qui ont des codes avec comme justement notre formation de préposé aux aînés où il y a vraiment des examens au niveau du code 90, de la loi 90, entre autres, et tout ça. Ce qui fait que pour cette formation-là, il y a les examens, il faut les réussir. Nos formations aussi de préposés au service à la clientèle sont couchées dans une entente IS. Donc, il y a des sigles. Donc, là aussi, il y a des tests qui doivent être passés. Mais sinon, nos autres formations qui sont plus adaptées, plus sur mesure. Là, il n'y a pas vraiment d'examen. Donc, c'est vraiment beaucoup plus du sur-mesure pour adapter selon les compétences de la personne, selon ses capacités aussi. Ce qui fait que par exemple, des gens qui sont venus faire notre formation agent de bureau, ben il y en a qui vont sortir après la formation qui vont être un simple agent de bureau, mais il y en a d'autres qui ont réussi à atteindre des postes d'adjointe administrative à la ville ou dans les écoles parce qu'il y avait déjà une bonne qualité de français, par exemple, où il y avait déjà de belles compétences là, avant d'arriver chez nous. Là. Fait que on module là, vraiment selon les capacités de la personne et selon le bagage qu'elle a aussi dernièrement. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que nos formations, contrairement à un DEP, par exemple, on n'a pas d'exigence scolaire particulière, ce qui fait qu'on peut recevoir des gens là, qui n'ont pas vraiment qui n'auraient pas les critères pour accéder au DEP. Là. Donc, Oui, ça c'est important aussi oui, en amont, dans l'entrée dans la formation. oui, Ça aussi, c'est exactement. un élément d'accessibilité. Oui. Tu réponds en partie à la question suivante. Comme vous faites ça depuis de nombreuses années, Christine, donc est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont des incontournables quand on dit une formation adaptée? Est-ce qu'il y a comme des incontournables qui finalement caractérisent, si tu veux, de façon transversale, on les retrouve systématiquement dans ce qu'on appelle des formations adaptées? Est-ce que tu peux nous revenir là-dessus avec votre expérience? Je pense que c'est notre soutien, notre encadrement qui fait la différence là, et le suivi aussi. Là. Donc, nous, on s'investit au niveau de la recherche du milieu de stage. On va faire les suivis, on va faire les corrections aussi au fur et à mesure là, qu'on avance. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est le support. Il y a une conseillère au programme qui est là pour vraiment soutenir les élèves. C'est pour ça que c'est des petits groupes aussi. Puis je pense que c'est ça qui est propre à toutes nos formations, puis qui revient dans toutes nos formations, puis qui vient faire la différence aussi. Oui, d'accord. En termes de persévérance, là, tu parles aussi Oui. dans la formation. D'accord. Oui. Tu nous parlais beaucoup déjà, Christine, de l'aspect concret, de la formation pratique, etc. En quoi c'est important qu'il y ait justement des stages, on peut les appeler comme ça, mais autrement également, là, dans ce genre de formation? Et puis, comment ça se passe pratiquement pour le stagiaire, pour le milieu de stage? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça?
Moi, je pense que c'est primordial là, que nos formations aient des stages parce que, comme je disais tantôt, la clientèle en général a vraiment besoin de pratiquer, puis va avoir besoin parfois aussi de plus de temps. Donc, nous, on a vraiment allongé les périodes de stage parce que si pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas bien dans un milieu, ben, on va avoir du temps là, justement pour bien encadrer cette personne-là, parce que ça peut être plus long pour ces gens-là. En général aussi, nos clients sont beaucoup plus anxieux. Donc, Oui. d'avoir un plus long stage, d'avoir un stage, ça vient vraiment réduire l'anxiété aussi et faire en sorte que la personne va être à son meilleur puis va être en mesure de prouver ses compétences là, à Mm. l'employeur. Si c'est trop court ou s'il n'y a pas ça, ben c'est vraiment, je vous rappelle qu'on prend des gens qui ne pourraient pas aller dans le milieu régulier, là, qui ont besoin de plus de soutien et plus de support. Donc, c'est vraiment primordial, cette étape-là. D'accord. La durée est vraiment importante Oui, aussi là. oui, D'accord. oui. Euh, j'ai l'impression, en vous connaissant, qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs autour de ces formations adaptées. Est-ce que nous pourrais nous parler des acteurs qui sont autour des formations adaptées, puis le rôle que vous, à l'intérieur de tous ces acteurs-là, vous jouez de façon beaucoup plus spécifique, l'accompagnement que vous offrez dans le cadre des formations adaptées? Oui, mais dans le fond, c'est des ententes tripartites, hein. Donc, il y a un bailleur de fonds qui est Service Québec et c'est une entente avec les centres de services scolaires. Donc, c'est souvent le service aux OK. entreprises avec qui on collabore. Donc, eux, le centre de services scolaires s'occupe de tout ce qui est enseignant, du programme de formation aussi. Donc, de faire les horaires là, pour le cours. Nous, notre rôle, ben, on est vraiment là du début à la fin. Là, souvent, c'est sur un an, nos formations. Donc, nous, on Mmh. s'occupe de tout le recrutement. Donc, c'est nous qui recrutons les candidats et on offre le soutien et le support là, durant toute la formation. C'est nous qui allons faire toutes les démarches de stage aussi, ben, conjointement parfois avec les participants et on va assurer le suivi aussi en stage et on va être le pont aussi ensuite là, pour les diriger vers notre service de maintien en emploi là, par Mmh. la suite. Donc, c'est notre mandat, là, dans le fond, de les placer puis de les amener vers l'emploi. On a aussi un volet d'animation là, où on s'occupe de tous les ateliers là, de méthodes dynamiques de recherche d'emploi. On anime aussi des ateliers plus de dynamique de vie, là, justement de la gestion du stress, la confiance en Ah oui. soi. Donc, on va travailler ça là, avec eux et on fait les interventions nécessaires là, au fur et à mesure. On va monter des plans d'acquisition de compétences aussi en cours de formation. On va offrir des suivis aussi là, pour corriger les éléments qui a à corriger là, pour amener les gens vers l'emploi. Là. D'accord. Tu me parlais, il y a quelque temps de tout l'aspect, genre, j'ai retenu savoir-être. Oui. Donc, peux-tu, juste repréciser le travail que vous faites, là-dessus, j'imagine plus auprès des participants aux formations adaptées, là? Oui, bien, c'est sûr que, comme je disais justement, souvent par des ateliers, là, dans nos ateliers de dynamique de vie, on va le travailler en groupe. Mmh. Oui, le savoir-être, hein, on ne le dira jamais assez. On nous embauche pour nos compétences et on nous congédie pour notre savoir-être. Fait que Ouais. ça, on le travaille beaucoup. Puis on va le travailler aussi de façon individuelle, là, comme je le disais, avec des plans d'intervention là, avec chacun des candidats pour justement l'amener à l'emploi, là, pour qu'il soit en mesure là, d'adapter la bonne attitude, les bons comportements en emploi. Puis bon, D'accord. c'est sûr, chez certaines clientèles, parfois la maturité arrive plus tard, donc le savoir-être aussi va arriver un peu plus tard, mais on a quand même un an là, justement pour travailler ça là, avec eux. Oui, d'accord. Une dernière question peut-être, Christine. Est-ce que vous intervenez aussi, comme vous avez des commissions scolaires, en tout cas, ça s'appelait plus comme ça, là, les centres de services scolaires, oui. Oui. Bien sûr, comme acteur important, est-ce que vous intervenez éventuellement auprès des enseignants ou pas du tout jusqu'à présent?
Oui, 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 tout à fait. Dans le fond, c'est vraiment un travail d'équipe, là. Nous, dans Oui, notre rôle, OK. on va aussi les coacher pour en lien avec les limitations de nos élèves, hein. Moi, je dis toujours, chaque individu vient avec son mode d'emploi, ses forces, ses compétences, mais également ses fragilités, les éléments auxquels il faut faire attention, quelles sont les conditions gagnantes pour que ça se passe bien. Fait que oui, on va vraiment encadrer et coacher là, les enseignants en lien avec les handicaps de nos clients. Et oui, c'est vraiment un travail d'équipe là, parce que des fois, il arrive des choses en classe. Donc, on est là, on va faire les interventions, on va les soutenir et les accompagner à ce D'accord, niveau-là. Oui, d'accord. Très bien. Merci, Christine. ça me Je fait vais plaisir. On reviendra à toi. Je vois déjà beaucoup de questions pour toi, pour tout à l'heure. Parfait. À tout de suite. Je vous présente, ma deuxième invitée finalement, Marie-France Héroux. Donc, bonjour Marie-France. Bonjour Pascal, donc je m'excuse en partant, là, j'ai fini une pneumonie, donc ça se peut que je tousse un petit peu, mais je vais faire mon possible pour que ça paraisse le moins possible. Merci Je suis Marie-France désolée, je d'être suis revenue. Je suis vraiment désolée. J'ai d'accord, un Internet. Je laisse aller Marie-France. d'accord. Alors donc, je vais prendre le temps, Marie-France. Merci encore davantage d'être parmi nous avec ça. Donc, je vais prendre le temps, 2 minutes, de te présenter. Donc, Marie-France est conseillère à la formation au CQUA, donc Conseil québécois des entreprises adaptées, depuis février 2021. Elle a œuvré dans l'industrie de la transformation alimentaire pendant 28 ans, et ce, à plusieurs niveaux, dont 10 années en formation des employés. Elle a toujours carburé à voir les personnes évoluer et mieux se reconnaître dans leurs nouvelles compétences. Agir pour que les personnes avec les limitations soient visibles et efficientes dans leur travail est maintenant son point d'ancrage, donc auprès des entreprises adaptées. Alors donc, avec toi, Marie-France, on va plus parler des acteurs dans les entreprises qui travaillent, de la formation de ces acteurs qui travaillent donc auprès des personnes qui ont des employés en situation de handicap. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc l'organisme pour lequel tu travailles, puis c'est quoi une entreprise adaptée, parce que tout le monde ne sait pas à quoi ça correspond. Même moi, quand j'ai commencé, j'étais pas sûre, Oui, mais oui, c'est ça. Donc, le Conseil québécois des entreprises adaptées, c'est une organisation qui favorise avec ses membres des entreprises adaptées. Donc, pour la création et le maintien d'emplois adaptés pour les personnes vivant avec des limitations. Donc, le Conseil québécois va offrir des services au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la santé et sécurité au travail, au niveau de la formation et aussi va faire connaître aux entreprises adaptées c'est quoi les programmes de subvention, les programmes qui pourraient être admissibles et les nouveaux projets là, qu'ils pourraient faire dans le temps. Quand on prend l'entreprise adaptée, on parle d'entreprises qui vont avoir plus de 60 de leur personnel qui vont avoir des limitations. Donc, quand on parle de limitations, c'est autant des limitations physiques que des limitations psychologiques. Donc, au niveau des entreprises adaptées au Québec, ici, on a beaucoup d'entreprises qui œuvrent dans l'entretien ménager, dans l'industrie du bois, donc de l'ébénisterie, le jointage, l'imprimerie, la post-impression, les fournitures de bureaux, l'emballage, la manutention, la couture industrielle, la récupération, plusieurs sites de récupération ont des employés avec limitation. Il y a des activités spécialisées. Vous savez, quand vous allez à l'épicerie, vous achetez, mettons, des caisses de bière où il y a plusieurs bières mêlées. Ben, c'est une entreprise adaptée qui fait ce mélange de bières-là. Aussi, ils travaillent pour les panneaux de signalisation. Il y a des gens en c'est sécurité vrai. dans les entreprises. Les articles et vêtements personnalisés aussi. Donc, c'est un Vous peu êtes- ça, les entreprises adaptées. Il y a comme des champs quand même assez étendus. Il y a combien d'entreprises adaptées, Marie-France? Il y en a maintenant 38. Il y en D'accord, a parfait. 38 au Québec, Une oui. quarantaine, une quarantaine. Une D'accord, quarantaine, puis ils embauchent près de 5000 personnes, donc 4000 personnes avec limitation. parfait. Merci. Ouais. Ça donne une première vision d'ensemble. Donc, au CQA, là, on revient au CQA. Donc, vous offrez, comme tu viens de le dire, différents produits et activités de formation à vos membres, donc les entreprises adaptées, dont
des capsules qui s'appellent Mieux comprendre les travailleurs avec limitation et un programme qui s'appelle Superviser avec brio. C'est de ça dont on va plus parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait, Marie-France, qu'au départ, quels besoins chez vos membres avez-vous détecté pour développer de tels produits, de telles activités de formation? Et donc, c'est que dans nos entreprises, particulièrement, les gens vont employer des gens qui ont des limitations physiques. Donc, quand on parle de gens avec limitations physiques, tu peux adapter les milieux de travail, tu peux faire les choses pour que ça aille bien pour ces personnes-là. Mais il y a aussi des personnes qui ont des limitations psychologiques. Dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile de voir exactement qu'est-ce qu'ils ont. Donc, on a décidé de développer des outils qui étaient plus en lien avec le trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme ou des troubles de santé mentale. Mmh. Donc, on est allé principalement dans ces volets-là parce que c'est beaucoup des gens qui ont ces problématiques-là qui vont venir travailler dans l'industrie adaptée. Puis, pourquoi on a fait ça? C'est pour que les gens comprennent mieux comment interagir avec ces personnes-là. Mmh. Donc, il faut que tu prennes certains moyens pour interagir avec eux dans certaines situations. Faut bien que tu comprennes comment comment ces personnes-là fonctionnent pour réussir à trouver les bonnes façons de faire pour que le travail aille le mieux possible pour tout le monde. D'accord. Puis, c'est ça, nous, il faut les encadrer, ces gens-là. Donc, quand une personne avec limitation arrive dans une entreprise, ben dans certaines entreprises, tu peux te dire Attends, je vais prendre ma vie à moi. Donc, j'ai été longtemps dans l'industrie régulière. Donc, il y avait des nouvelles personnes. La personne allait faire des boîtes, puis c'était super beau, ça allait super bien. Mais quand tu arrives dans une entreprise adaptée, tu ne peux pas dire à une personne, bon, ben, fais des boîtes, puis tu t'en vas. Il faut Mmh. que tu expliques en détail à la personne c'est quoi qui doit être fait. Donc, c'est beaucoup pour ça qu'on a développé ces outils-là. Puis aussi, les superviseurs, ils peuvent utiliser ces outils-là pour mieux comprendre les personnes, puis faire un meilleur travail avec eux pour que les lignes de production fonctionnent beaucoup mieux. D'accord. Donc il y a Oui, beaucoup d'enjeux qui sont répondus par, ces activités. Est-ce que oui. parce qu'on a donné le titre des activités et des produits, Marie-France, mais peux-tu donner un peu plus de détails, d'une part sur les capsules et puis d'autre part sur le programme donc, supervisé avec, brio? En termes Donc, d'objectifs, de contenu, de modalités, peut-être, rapidement là? OK, c'est ça, les capsules. Les capsules sont asynchrones. Il y a 4 capsules en tant que telles sur le TDAH, DI, TSA, TSM. Donc, là-dedans, il y a plusieurs activités qui te permettent de, un, comprendre c'est quoi ces limitations-là au départ. Donc, c'est quoi la base de ces limitations-là. Mmh. De deux, quelles actions tu peux apporter dans ton travail pour aider ces personnes-là à mieux évoluer. Après ça, ils vont faire aussi des activités qui sont soit des vidéos, soit des mises en situation qui vont permettre aux gens de voir comment on interagit dans telle situation. Mmh. Ça va être quoi la meilleure façon de faire pour telle situation? Puis, c'est un peu ça pour les capsules. Pour ce qui est de superviser avec brio, on reprend les mêmes thèmes, on prend les capsules aussi, mais on rajoute un volet de 2 heures de formation par capsule. Donc, c'est un 8 heures de formation. Dans ces formations-là, on revoit en détail c'est quoi ces limitations-là. Donc, on les Mmh. explique de façon détaillée. Ça permet aux gens de mieux comprendre, OK, cette limitation-là, ça fait que la personne va agir de telle manière. Donc, moi, si je veux qu'elle interagisse d'une autre manière dans mon entreprise pour réussir à faire les fonctions, il faut que j'y montre, il faut que j'y écrive sur des petits papiers, il faut que je fasse des dessins. Donc, ça lui donne plusieurs outils là, pour développer ça. Puis encore là, il y a d'autres cas cliniques qui sont présentés aux participants pour leur permettre de mieux voir comment ça va aller mieux dans leur entreprise avec ça. Puis tous les D'accord. participants qui sont à la formation supervisée avec brio ont des échanges entre eux aussi. Et c'est là qu'on voit la multiplicité des choses qui sont développées pour réussir à ce que les gens soient le plus fonctionnels possible dans les entreprises. C'est vraiment une vision de ce que j'appelle former pour outiller, c'est-à-dire dans les responsabilités quotidiennes, comment je fais quand j'ai des travailleurs qui ont par exemple tel type de handicap. C'est vraiment l'approche que vous avez adoptée, Marie-France. C'est ça que je Oui. comprends.
Oui, c'est en plein ça en tant que tel. Puis je te dirais que l'année passée, le printemps passé, on a eu un superviseur qui venait de l'industrie régulière. Il avait toujours été superviseur et là, il était dans les entreprises adaptées. Puis, à la fin de la formation, il a dit: «Oh mon Dieu, si j'avais eu ces outils-là avant, j'aurais pu réussir à aider beaucoup plus de gens.» Mhm. Donc, c'est pas nécessairement, des fois, on n'a pas le diagnostic, mais on a une façon de faire qui peut venir très proche de ce que les gens avec limitation ont en tant que tel. Oui, oui, ok, parfait. Revenons au public. Vous visez dans ces produits-là le personnel administratif, de direction, les responsables RH éventuellement, et comme on vient de le voir aussi, les superviseurs directs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de viser particulièrement ces publics cibles? C'est quoi votre réflexion derrière ce choix-là? Et c'est que ça va être les gens qui vont être le plus près des personnes avec limitation. Donc, s'il y a une personne avec limitation qui rentre dans l'entreprise, c'est ces gens-là qui vont avoir interagir avec cette personne-là au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on forme ces gens-là primordialement. Puis, ces gens-là deviennent une ressource pour la personne avec limitation. Donc, il faut qu'il y ait une très bonne formation à la base. Il faut qu'ils comprennent très bien comment ces personnes-là fonctionnent en tant que telles pour pouvoir continuer à les aider dans leur cheminement dans l'entreprise. D'accord. Donc, c'est pour ça. Et les impacts, donc les gens participent à vos activités. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des impacts de ces activités une fois qu'ils retournent, entre guillemets, dans leur entreprise adaptée? Oui, c'est ça. Les gens sont super contents. Il y en a même qui nous disent qu'ils ont changé leur façon d'interagir avec les personnes avec limitation, puis que ça les a permis de grandir eux aussi en même temps. Puis, le fait d'avoir ces nouvelles connaissances-là, ça te fait progresser toi aussi à savoir, OK, j'interagis de telle manière avec telle personne, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme je voudrais. Fait qu'il y a d'autres idées qui ont été véhiculées, puis ça, fait qu'ils ont tendance à essayer des nouvelles choses aussi. Donc, OK. ça leur permet vraiment beaucoup d'évoluer aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment super bien. Ça leur permet de trouver de nouvelles façons d'intervenir dans des situations particulières parce que les personnes avec limitation, des fois, on peut en avoir qui peuvent être en crise ou des choses comme ça. Donc, ça peut leur permettre de mieux voir comment je vais faire pour interagir avec ces personnes-là au lieu de je vais le laisser faire, ça va détruire l'équipe et tout ça. Donc, de voir un peu plus comment je peux lui aider aussi là-dedans. D'accord. Tu parlais tout à l'heure que les gens s'échangeaient entre eux aussi, entre superviseurs. J'imagine que ça aussi, parce qu'il peut y avoir des cas que toi, tu as vécu comme superviseur et tu as peut-être mis en place une bonne pratique, tu vois, que tu partages aussi via les formations. J'imagine que ça, c'est intéressant aussi, là, comme une Oui, ben, communauté de pratique, entre guillemets, même si ce n'est pas l'objectif, là. ouais, c'est ça. C'est super intéressant pour les participants parce qu'ils voient, OK, bon, telle personne a fait telle affaire. Puis là, OK, moi, je pourrais faire ça, mais si j'ajoutais ça, peut-être que ça m'aiderait. Donc, les gens, ils font du bonus sur ce que tous les autres peuvent apporter en tant que tel. Donc, ça leur permet d'évoluer. Puis même la personne qui a eu une bonne idée, elle fait: «Ouais, OK, je pourrais peut-être ajouter ça moi aussi, puis peut-être que ça va aller encore mieux que ma situation actuelle.» Ouais, Donc, ouais, c'est toujours l'évolution constante là, entre eux autres. Ouais. d'accord. Toi qui viens du milieu régulier, on l'a compris, Marie-France en te présentant, comment, là, pour l'instant, les produits que vous avez développés sont surtout utilisés par vos membres, les entreprises adaptées. Mmh. Est-ce que, et c'est pour ça qu'on en parle aussi ce matin, est-ce que ça pourrait être utile et en quoi par le milieu régulier? Ça, c'est une question importante. Oui, c'est ça. C'est sûr que nos outils comme les capsules asynchrones qu'on a développées, ils pourraient être utiles pour le milieu régulier parce qu'on est souvent dans les entreprises, puis on dit: «Mais voyons donc, pourquoi il réagit comme ça?» Puis, ces capsules-là pourraient nous apporter certaines réponses, à savoir quoi faire, comment interagir avec ces gens-là. Peut-être que la personne, elle n'est pas diagnostiquée pour une certaine limitation parce qu'elle ne serait pas diagnosticable, mais elle interagit quand même comme ces personnes-là. Donc, on peut, avec ces capsules-là, réussir à développer des outils pour faciliter le travail là, des personnes. Donc, au Mmh. niveau de l'entreprise régulière, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de problèmes de main-d'œuvre de ce temps-là. L'entreprise régulière avec la main-d'œuvre a de la main-d'œuvre
qui vient avec des problématiques aussi quand ils l'embauchent. Donc, nos capsules asynchrones peuvent aider les entreprises à mieux s'outiller pour répondre aux besoins des nouvelles clientèles avec lesquelles ils vont avoir affaire à faire dans les prochains mois et prochaines années. C'est ça. Puis c'est vraiment les pratiques de gestion qui évoluent aussi, surtout avec supervisé, avec brio. Donc, ça peut contribuer à la rétention. Ça, c'est bien important aussi, là, dans le contexte actuel, la rétention des gens en place. Oui, c'est Parfait. ça. Ça contribue à la rétention, puis aussi, comme je disais tantôt, un employé, quand il rentre dans une entreprise, son superviseur est son point d'attache en tant que tel. Donc, si le superviseur a de la difficulté à comprendre la manière dont il agit, ça diminue ta rétention. Mais si ton superviseur a plus de formation à la base, ça peut t'aider à augmenter ta rétention par la suite. D'accord. Une chose auquel je n'ai pas pensé, mais qui peut être intéressante aussi, est-ce que dans les formations, pour l'instant, vous outillez aussi les superviseurs sur la gestion des collègues? Parce qu'il y a la personne, il y a le lien entre le travailleur en situation de handicap et son gestionnaire de proximité, mais il y a aussi tous les collègues, l'équipe de travail autour. Est-ce que c'est une dimension qui est abordée pour l'instant dans vos produits? Bien, on a d'autres formations en tant que telles à ce niveau-là, comme la D'accord, gestion d'une équipe de travail efficace ou des choses comme ça, qui existent. C'est aussi dans Superviser avec brio. On parle toujours des collègues. Donc, on prend d'accord. toujours la personne qui a des limitations. Oui, tu as une personne qui a des limitations, mais il ne faut pas que tu brimes tout le monde à cause de la personne qui a des limitations. Mais si cette personne-là a des difficultés, ben, tu ne peux pas lui reprocher quelque chose devant tout le monde. Puis ça, il faut Oui, que tu agisses comme ça avec tout le monde aussi. Donc, c'est un c'est peu ça. abordé aussi d'une certaine C'est manière. abordé. C'est Parce que abordé dans. comme tu le dis, Marie-France, c'est là que ça se joue, l'intégration. Ça se joue Oui, avec le gestionnaire de proximité, ça se joue avec les collègues de travail dans la proximité. c'est ça. Mais aussi, c'est la façon d'interagir. Donc, les superviseurs apprennent une façon d'interagir et ils disent ouais, effectivement, je devrais agir d'une autre manière avec mes employés pour que ça fonctionne mieux. Donc, ça ne donne D'accord. rien de dire à un employé, faire de remontrances sur une ligne de production ou quand tout le monde est là, parce que les autres ne sont pas impliqués là-dedans. Il faut que tu y fasses à lui, là, tout seul, pour que lui change ses façons de faire. Tu ne peux Ouais. pas le diminuer face aux autres. Oui, parfait. Ouais. Merci. On va revenir à toi aussi, Marie-France. Là, je vais je vais passer la parole à Maroussia. Donc, Maroussia, bonjour. Ça me fait Rebonjour, je suis désolée, on dirait qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas de mon côté. pas d'inquiétude, Maroussia, ça arrive à tout le monde. Donc, Maroussia Paradis, que j'accueille avec grand plaisir. Je vais aussi te prendre 2 minutes pour te présenter, Maroussia, si tu permets. Donc, Maroussia est bachelière en psychosociologie. Elle travaille donc pour l'intégration des personnes vivant avec des limitations depuis plus de 12 ans, dont 9 ans chez Sphère. Donc, elle y a occupé différentes positions, comme celle de coordonnatrice de formation qualifiante, responsable du développement de partenariats à travers le pays, bailleur de fonds de projets multiparticipants et répondante aux besoins des employeurs. Donc, elle est la coordonnatrice du projet Mentorabilité Canada au Québec. Alors, rebonjour Maroussia. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, avec toi, Maroussia, on va plus parler de la formation continue des travailleurs en situation de handicap. Avec Christine, on a parlé de gens qui ne sont pas encore en emploi, qu'on prépare avec des formations adaptées. Là, on a des gens qui sont déjà en emploi, qui ont des besoins de perfectionnement. Donc, c'est un peu sur ça que on va échanger. Mais auparavant, peux-tu présenter Sphère rapidement? Puis, qu'est-ce que vous faites en formation chez Sphère? Dans quel domaine? Depuis Génial. quand? Oui, avec grand plaisir. En fait, pour plusieurs d'entre vous, vous savez qu'est-ce qui c'est Sphère, mais à la base, nous aidons à l'intégration des employés en situation de handicap, de tout type de handicap. Donc, du handicap physique ou limitation cognitive, en passant par des gens qui ont des troubles de santé mentale ou peut-être des personnes qui ont des troubles d'audition ou de vision. On collabore, on est vraiment reconnu pour notre grande collaboration avec un grand réseau de partenaires de l'emploi. On travaille à la fois en gestion et également avec
avec nos partenaires terrain. Donc, j'étais très contente d'entendre Air France, très contente d'entendre Christine, qui sont des partenaires, des alliés très importants pour nous. Alors, on apporte un soutien personnalisé. On est reconnu pour ça aux travailleurs vivant des défis reliés à leur limitation. Et par le fait même, on apporte un soutien individualisé aux employeurs. Donc, on travaille à faire tomber le plus d'obstacles possible. Donc, lorsqu'on parle de la formation, entre autres, ça peut faire partie des obstacles à prévoir. Donc, on peut être là pour aider. Moi, je trouve vraiment intéressant et important de dire qu'on reste le plus flexible et le plus souple possible, que ce soit pour les employeurs ou les chercheurs d'emploi ou les SSMO ou autres partenaires. J'aime bien dire que plutôt qu'essayer d'adapter les gens à nos cases de programme, parlons-nous et essayons d'adapter nos programmes aux gens. Donc, c'est sûr que ça peut être très appréciable tant pour les employés que les employeurs. Je vais quand même passer rapidement sur nos grandes mesures que nous offrons, mais nous avons des mesures individuelles, c'est-à-dire un employé, un employeur, comment on peut faire tomber les barrières. Nous avons le soutien aux travailleurs autonomes lorsqu'il y en a qui veulent se partir en affaires et que ce soit en collaboration avec le SDEM, CEMO, comme Christine en a parlé, ou avec d'autres CEMO, on travaille sur des formations qualifiantes. Donc, nous aussi, on travaille en équipe avec eux à ce niveau-là. Et en plus de la vastitude de nos mesures, j'ai envie de vous dire qu'on travaille de plus en plus à accompagner et à offrir un soutien personnalisé aux employeurs, ainsi que ça soit en termes, d'accompagnement aux employeurs, que ce soit pour leur accompagnement aux besoins de main-d'œuvre ou peut-être pour justement la sensibilisation et tout. Donc, on peut travailler de concertation avec, par exemple, le CQA ou autre. Voilà, donc c'est pas mal un bref portrait de sphère. Merci, Marussia. Donc là, on va se mettre plus du côté de l'employeur. Avec Christine, on était du côté des personnes en situation de handicap. Avec toi, on va être du côté des employeurs. Donc, en lien avec la formation adaptée, c'est quoi les grands enjeux auxquels les employeurs font face quand ils veulent justement, ils ont déjà des travailleurs en situation de handicap, ils veulent les perfectionner. À quels enjeux font-ils face, Marussia? Je dirais qu'on pourrait dire plusieurs enjeux. C'est sûr qu'il y en a qui sont très similaires avec la clientèle qui n'est pas considérée comme vivant avec des limitations. Puis, j'ai divisé ça en 3 grandes catégories au fur et à mesure des conversations que j'ai eues avec des employeurs, des petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, si on part premièrement de la méconnaissance du handicap. On se met en contexte, que ce soit un nouvel employé avec ou sans limitation, on veut l'intégrer, on établit des certaines pratiques, on détermine les éléments, les défis à venir, on veut s'assurer que ça se passe bien. Et souvent, lorsque l'employé en situation de handicap est embauché, il y a des tâches très déterminées. Ensuite, peut-être en raison de l'urgence de l'embauche, que le personnel a évolué, etc., l'employeur n'a peut-être pas eu le temps de tout comprendre des capacités, des forces et des limitations de la personne. Donc, partant de là, il y a comme s'il veut qu'il apprenne d'autres tâches ou s'il veut qu'il en fasse plus dans l'organisation, il se retrouve encadrement du début de l'intégration versus plus tard, comment s'adapter, avoir les bonnes communications, avoir les bonnes pratiques par rapport à son employé en situation de handicap. Donc, je dirais vraiment le handicap fait partie des enjeux. Ensuite, je dirais tout ce qui est de l'adaptation des formateurs et du matériel de formation, vous me permettez de les mettre ensemble. Donc, par exemple, le matériel existant. Lorsqu'il existe, parce qu'on sait que c'est la formation générale, c'est un enjeu dans les employeurs, chez les employeurs. Donc, peut-être que le matériel existant n'est pas adapté aux besoins de l'employé. Par exemple, un guide de procédure trop long, la maîtrise d'un nouveau logiciel sans supervision, puis même peut-être s'il y a des nouveaux outils à utiliser, puis des limitations physiques, le temps d'adaptation et tout. Puis peut-être des fois, c'est par exemple qu'il y a des mesures. On va se le dire, la plupart du temps, les employés peuvent apprendre des nouvelles tâches, mais il n'y a peut-être pas l'encadrement et la supervision. Donc, ça fait partie des enjeux. Puis souvent, j'aime bien dire, on va se le dire, que les nouvelles tâches qu'on n'a pas d'handicap, ça s'apprend sur le tas. Que ce soit l'utilisation de Word, d'Excel ou autre, ça s'apprend avec la spontanéité, l'instinct, mais ce n'est pas donné à toutes les personnes qui ont des défis professionnels. Donc, ça fait partie des enjeux. Le troisième grande catégorie d'enjeux, puis on ne surprendrait pas personne, tout ce qui est manque de personnel, manque de temps, puis pour ce qui est du roulement de personnel aussi. C'est la réalité des entreprises actuellement. Ça fait vraiment partie des enjeux, mais je dirais qu'au niveau de la formation, c'est particulièrement criant. Je pense à certains
exemple, par exemple, un employé qui vit avec un trouble d'apprentissage, qui est capable d'apprendre les tâches, mais il a besoin de supervision supplémentaire pour être plus autonome. Mais il n'y a pas d'employé disponible pour lui. Fait que ça fait partie des enjeux. Ou peut-être, je pense à un employé qui a des tendances anxieuses, qui s'est habitué à un employé X, qui le formait, qui l'aidait à avancer. Puis, ben, cet employé-là quitte l'entreprise pour un autre défi. Fait que là, l'employé anxieux peut se retrouver un peu coincé. Fait que ça peut nuire un peu à son avancement dans l'organisation puis de sa formation. On voyait l'importance avec Christine du suivi aussi. Clairement. C'est ça. Je trouve que ça touche à ça à l'interne aussi, comme tu viens d'en parler, Exactement. Marussia. Et vous, comme Sphère, comment vous intervenez justement par rapport à tous ces enjeux? Comment vous accompagnez les employeurs pour relever ces enjeux-là, Marussia? C'est sûr que j'aimerais ça vous dire que j'ai une baguette magique et on règle tout chez Sphère parce qu'on est très flexible et tout. C'est pas loin, mais on a quand même quelques défis. J'aurais envie de dire que même si c'est pas toujours facile à appliquer, quand on parle avec les employeurs, puis je ne sais pas si mes copanélistes pourraient confirmer, souvent ce qu'ils disent, c'est qu'à la base, la formation, c'est un défi quotidien. Puis si on parle avec des fois, ils se sentent dépassés par cette réalité-là. Fait qu'on en rajoute du défi, puis peut-être de la solitude chez les employeurs par rapport à leurs employés en situation de handicap. Donc, la clé, Marie-France l'a nommé, Christine l'a nommé, c'est vraiment la collaboration, puis faire affaire aux partenaires terrain et planifier les besoins de formation. Donc, par exemple, en travaillant en amont, oui, au début, mais même, tu sais, penser d'avance pendant l'emploi, avoir des actions concertées, comprendre les besoins individuels, tant de l'employé que de l'employeur. Puis on s'assure de mettre plusieurs éléments en place, voire à des moyens longs, moyens termes, les prochaines étapes pour maintenir éventuellement et surtout faire avancer l'employé. D'accord. On parlait la question de la taille de l'entreprise, évidemment, est pertinente là. Est-ce que vos interventions diffèrent dépendamment de la taille et puis notamment dans des petites et moyennes entreprises, Marussia? Oui, tout à fait. Bien, c'est une excellente question. Puis, tu sais, tantôt, je disais que Sphère, on était de plus en plus présent pour les entreprises de tout niveau. C'est sûr que moi, je peux travailler en équipe avec l'équipe de ressources humaines d'une grande entreprise, d'une grande banque et tout. Mais lorsqu'on pense les PME et tout, on veut qu'ils se sentent, encore une fois, pas l'employeur ou le gestionnaire qui se sentent pas seul. Donc, on va vraiment écouter son besoin puis l'accompagner par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce que tu aimerais que je te donne certains exemples? Oui, vas-y. J'adore les exemples, moi. Génial. Oui, bien, c'est ça. Et surtout qu'on parle avec des employeurs qui ont besoin de pratico-pratique, là, c'est important. Exactement. Tout à fait. Donc, on parle j'ai quand même misé sur les PME qui sont la principale, souvent les principaux employeurs au Québec. Hein. Donc, un des premiers exemples qui m'est venu, c'est que dans la région de Montréal, par exemple, une de nos participantes, j'ai pris des notes pour ne pas trop parler, a trouvé un emploi dans une petite clinique vétérinaire à titre de réceptionniste. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas travaillé, elle sortait d'une dépression majeure, mais l'employeur appréciait vraiment beaucoup son travail. Puis lui, ce qu'il avait vraiment besoin, en fait, c'était plus des tâches administratives, pas juste la réception à temps partiel. Il voyait qu'elle avait de la compétence. Il en a parlé avec sa conseillère en emploi ainsi qu'avec Sphère, avec notre accord, et on a été convenus que pendant son parcours d'intégration, on lui permet de suivre une formation d'agente administrative, lui donnant une attestation. Donc, on a écouté le besoin de l'employeur, on a validé l'intérêt, les capacités de la personne, elle était rendue là dans son parcours. Donc, on lui a permis de payer cette formation-là et maintenant, elle travaille à temps plein et répond mieux aux besoins de la clinique. Ça, c'est un bel exemple. Puis rapido aussi, un autre bel exemple, c'est un de nos participants a trouvé un emploi dans un département d'un grand magasin. En bref, il était dans un département X avec une déficience intellectuelle légère. Il avait appris pour ce département-là, mais l'employeur a réagi que Caroline, avec sa bonne humeur, son côté très aidant à la clientèle, il serait mis au service à la clientèle, mais comment gérer cette adaptation-là, cet avancement-là dans l'entreprise? Bon, on a créé un partenariat avec sa travailleuse sociale qui, elle, a formé le formateur de notre jeune, si on veut, pour qu'il comprenne comment bien aider cette clientèle-là, ce nouvel collègue-là, ce nouveau collègue-là. Puis également, chaque semaine, pendant 4 semaines, on a convenu de laisser une dizaine d'heures exclusive à l'employé. C'est-à-dire qu'on a payé le salaire du formateur, le temps qu'il prenait pour vraiment s'assurer que la formation soit adaptée.
On parlait tantôt du temps, des fois, qui est juste un peu plus long. Ils sont capables comme tout le monde, mais c'est un peu plus long. Christine, c'était des beaux exemples, ainsi que ceux de Marie-France. Donc, ça, c'est un bel exemple. Fait que là, l'employeur a été chercher les grandes qualités d'entre-gens et de bonne humeur qui sont importantes dans le service à la clientèle, tout en n'étant pas seul par rapport à ce projet-là. Fait que ça, c'est deux exemples là, qui nous sont venus à l'esprit. C'est vraiment parlant. Tu parlais à quelques reprises des formateurs, Marussia, donc former les formateurs, à justement former des travailleurs en situation de handicap. Est-ce que vous faites des interventions à ce niveau-là? De plus en plus, c'est sûr que vu qu'on s'adapte beaucoup aux besoins tant des employeurs que des employés, puis aussi en travaillant en concertation avec les partenaires, que on n'a pas de plan de formation pour les formateurs. J'étais très, très contente d'entendre Marie-France. Je vais la recontacter bientôt pour qu'on s'en reparle. Mais partant de là, dans le fond, il faut que les employeurs, puis les employés, les équipes sachent qu'ils ne sont pas seuls. S'ils trouvent qu'il manque d'informations, qu'ils trouvent qu'il manque d'outils, qu'ils ont besoin de plus de soutien, ils doivent nous appeler. Nous, on est là, on est un paquet d'alliés, puis en plus, on travaille en équipe. Donc, ça vaut vraiment la peine, que ce soit pour recevoir des conseils experts, un peu comme l'exemple que je donnais, ou un soutien financier pour pallier au manque à gagner ou au temps accordé à la formation supplémentaire. Juste à un autre niveau, j'ai envie de me permettre, si ça ne te dérange pas trop, Pascal, beaucoup d'employeurs me disent qu'une des formations qu'ils auraient besoin, c'est leurs employés réguliers. Donc, s'ils sentent que les employés réguliers ne se sentent pas outillés pour accompagner ces nouveaux collègues-là, bien, c'est de nous appeler et nous offrons des formations, des présentations, puis on peut même provoquer des occasions de rencontre en dehors des processus réguliers d'embauche là, pour qu'on démystifie cette main-d'œuvre-là qui a vraiment plein de potentiel, on s'entend. D'accord, parfait. Je voulais finir peut-être avec le fait, tu le disais déjà au tout début, vous intervenez de façon complémentaire avec les organismes comme celui que Christine représente là. Tout à fait, tout à Donc, fait. c'est quoi votre valeur ajoutée? Tu parlais beaucoup de flexibilité dès le départ quand tu présentais le travail de sphère. C'est quoi votre valeur ajoutée en termes d'intervention autour de la question du développement des compétences, Marussia? Je vous dirais que premièrement, en ayant un réseau de partenaires, que ce soit les SSMO, qui sont vraiment nos partenaires privilégiés, mais tous les autres types de partenaires de l'emploi, en ayant ce réseau-là, on peut être vraiment une belle porte d'entrée pour travailler en collaboration avec les employeurs. Mais bon, je le dis, les SDEM, CMO et autres services, je travaille beaucoup avec les collègues à Christine d'ailleurs. C'est vraiment nos partenaires privilégiés. C'est eux qui connaissent la main-d'œuvre, c'est eux qui connaissent la clientèle, puis c'est vraiment, on les veut de notre côté. Ce sont nos yeux, nos oreilles que j'aime bien dire. D'ailleurs, on a déjà eu des projets de formation avec les SDM, CMO. Et puis, je voudrais que Sphère, pour répondre mieux à ta question, Pascal, c'est qu'on est là pour compléter où il y a des manques, que ce soit en termes d'expertise, de temps ou surtout financier, on va se le dire. Hein, c'est bien beau les grands mots, mais des fois, c'est les financiers qui aident au niveau de la formation et de l'accompagnement. Je vous donne un super bel exemple que j'ai peu de projets terrain, mais celui-là, je l'aime bien. Au Centre du Québec, on va avoir une formation qui va débuter en janvier pour aide en commis d'épicerie. Et on a travaillé en partenariat avec Service Québec qui, lui, couvrait tout l'aspect savoir-faire, technique, la certification et tout. Puis Sphère s'occupe que tout se passe bien avec une intervenante. Donc, vous allez avoir des employés à la fin formés qui vont être prêts à intégrer le marché du travail. Puis Sphère va s'assurer que ça se passe bien. Puis même pour une clientèle pas handicapée, des fois, d'avoir des intervenants, ça vaudrait la peine. Donc, je dirais que c'est un peu là qu'on peut faire une différence. Là. D'accord. Évidemment, si les gens sont intéressés, ils peuvent te contacter, toi ou d'autres acteurs au sein de ton Certainement. organisation. Juste rapidement, je peux vous dire que justement, on travaille beaucoup là-dessus, vu notre réseau, notre expertise, notre connaissance de la main-d'œuvre. C'est sûr que j'encourage fortement les employeurs à nous contacter. Vous n'êtes pas seul là-dedans, puis on va trouver des outils pour que ça se passe bien, l'intégration, puis que ça ne soit pas justement une grosse machine ou quelque chose de mystérieux. On peut vous aider à ce niveau-là, donc de ne pas hésiter à nous contacter. Merci, Marussia. Je vois qu'il y a 23 questions qui nous attendent. Donc, je vous propose qu'on passe à cette période de questions. Le temps passe vite en bonne compagnie, mesdames. Merci encore.
Sachez simplement que moi, je vais donc privilégier les questions qui sont en rapport direct avec le thème d'aujourd'hui. Donc, première question, plus pour Christine. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé du tout à travers vos interventions. La question de la formation à distance. Est-ce que, par exemple, la personne prenait l'exemple de la formation d'agent de bureau, est-ce qu'il y a des formations que vous commencez à donner à distance, Christine, ou que On privilégie le présentiel. C'est sûr que là, avec la pandémie qu'on a vécue, il y a eu certains ateliers qui ont été offerts avec Teams, là, mais non, pour l'instant, elle est offerte seulement en présence. D'accord. On voit déjà chez Marie-France que ça se fait à distance. Je pense chez toi, par exemple, les différentes activités que vous proposez, Marie-France, à ma connaissance, là. Oui, on en a beaucoup qui sont à distance. On a fait comme le mode général le veut, donc on a beaucoup qui sont à distance. On revient avec quelques formations en présentiel, mais la majorité sont à distance. D'accord. Donc, c'est ça, dépendamment des produits. Je vais essayer de voir. Est-ce que dans la formation adaptée incluant un stage, il y a, Christine, l'utilisation d'une subvention salariale? Durant le stage, non, parce que c'est vraiment couvert là, par la mesure de formation de Service Québec. Donc, les gens sont rémunérés par Service Québec, nos élèves. C'est vraiment après le stage là, où on vise l'emploi. Les clients pourraient bénéficier là, de la subvention salariale régulière de Service Québec. Oui. D'accord. Mais c'est vraiment après le stage. Parfait. Donc, il n'y a pas de cumul à ce niveau-là des services programmes. Je vais sauter certaines questions, puis je vais y revenir pour le bénéfice de mes invités. Marie-France, est-ce que tu parlais des types de handicap, hein, d'accord, pour lesquels vous aviez développé. Est-ce que vous avez des travailleurs en situation de handicap visuel parmi vos 4000 travailleurs? Oui, c'est sûr qu'il y en a en tant que tel. Je sais qu'il y a une personne que j'ai entendu parler dernièrement qui travaille dans un bureau où ils ont adapté un poste de travail qui va avec le fait qu'il y a un handicap visuel, mais ils ont tout adapté le système pour que cette personne-là puisse faire le travail qu'elle est capable de faire pour que ce soit fonctionnel. D'accord. Et c'est pas un handicap que vous évoquez dans le cadre de la formation, Marie-France? Non, on ne l'évoque pas en tant que tel. Si les gens viennent qu'à en parler, il n'y a pas de problème, mais D'accord. on le considère dans les handicaps physiques. Donc, c'est un handicap qui te permet de ne pas faire certaines choses. Mais les entreprises s'adaptent aussi à ça, tout dépendant de c'est quoi le poste qu'ils ont à combler. Oui, oui, d'accord. Parfait. Ouais. Très bien. Une question pour, j'essaye de voir, pour Marussia. Il y a une question très technique pour Marussia. Peut-être je te la ferai parvenir parce que c'est une question en lien plus avec le travail autonome. Donc, je reviens à Christine. À ta connaissance, toi qui connais quand même le ROSEF depuis longtemps et puis les autres organismes, est-ce que tes collègues des Laurentides offrent aussi des formations adaptées? Est-ce qu'il y a des formations adaptées dans plusieurs SSMOPH en général? C'est plus la question, Christine, en dehors de la Montérégie. Je sais qu'il y en a eu une à Québec, vraiment sous la même forme, là, mesure de formation adaptée, Service Québec. Mais sinon, ailleurs, je ne pense pas. C'est peut-être plus des formations, un peu comme Marussia parlait tantôt à Drummondville. Là, je sais que ça s'est fait, mais vraiment sous le chapeau des mesures de formation Service Québec. Il y a nous, puis c'est ça, Québec, je ne sais pas s'ils l'ont encore. Là. Il y avait calqué notre formation d'agent de bureau là-bas. D'accord, parfait.
la chose la plus simple, c'est que les employeurs contactent directement le service spécialisé de main-d'œuvre qui est leur vis-à-vis localement, et puis de voir éventuellement s'il n'y a pas un projet de formation qui peut se développer. Je pense que ça peut être une formule aussi, Christine, j'imagine, hein, Oui, ben en fait, il y a avec comme une implication de l'employeur au départ. Nous, c'est arrivé. Dans le fond, notre formation de préposé au bien-être animal est née comme ça, là. Dans le fond, on avait fait un placement en stage dans une entreprise dans ce domaine-là. Puis c'est l'employeur qui a vraiment collaboré avec la commission scolaire et on a présenté ça à Service Québec. Fait que c'est ça. C'est un peu. Il faut que tous les acteurs s'assoient ensemble. Il faut qu'il y ait des fonds avec Service Québec là, pour que ça fonctionne là, sous ce chapeau. Sous cette forme-là, si je puis dire. Ça. Mais effectivement, comme disait Maroussia tantôt, il y a des choses qui peuvent se faire avec Sphère aussi. Là. Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ce qui caractérise aussi les formations adaptées, c'est la co-construction par les différents acteurs qui doivent être les parties prenantes de chacune de ces activités. Alors, ce que vous faites illustre bien cette affaire-là. Est-ce que je m'excuse, Pascal, ce serait juste pour faire du pouce sur ce que dit Christine. Oui, vas-y. Si l'employeur trouve qu'il manque de main-d'œuvre, tous les employeurs trouvent qu'il manque de main-d'œuvre, mais si par exemple, il voit possibilité, soit qu'il veut utiliser ses milieux de travail pour faire une formation, soit qu'il veut avoir des employés qui sont prêts à travailler pour lui à la fin, puis ça va les qualifier, qui n'hésitent pas, comme vous dites, à appeler les SSMO ou nous, Sphère, parce qu'on peut des fois servir de lien pour justement mettre tout ensemble, tant les services spécialisés de main-d'œuvre, les employeurs, peut-être les commissions scolaires, Emploi Québec et tout. Fait que l'employeur a une idée qui ne gêne pas. Il y a des solutions, c'est sûr. D'accord. On adore ça, là. On a beaucoup parlé, Christine, avec toi, de la question de la formation pratique, du stage, etc. Est-ce que l'alternance, justement, et tu travailles, je ne sais pas si c'est une formule d'alternance, par exemple, est envisageable pour ces populations, Christine? Comment tu vois ça? Je ne sais pas si dans les formations adaptées que vous donnez, c'est une véritable alternance ou c'est une succession. Peut-être nous expliquer ça? Oui, bien, on n'a pas la forme alternance travail-études au sens propre là, de ce qu'on retrouve, par exemple, dans les DEP, mais je pense que ça pourrait très bien fonctionner avec la clientèle. On le voit là, dans certaines formations où on a des plateaux de travail. On se rend dans les entreprises, même là, c'est revenu. Là, on avait mis ça sur pause avec la pandémie, mais nos formations, justement, là, pour travailler en entretien ménager ou au niveau des cuisines, on fait des plateaux de travail directement avec des résidences privées, des résidences pour personnes âgées, entre autres. Fait que ça permet vraiment là, aux élèves de mettre en pratique. Des fois, on va chercher des petits contrats aussi là, avec certaines entreprises et c'est très gagnant. Fait que c'est plus comme ça qu'on le fait, mais elle n'est pas vraiment sous forme. Là. C'est toujours dans un cadre d'apprentissage et d'enseignement. Il n'y a pas le volet travail comme tel. Là. Oui. C'est pas rémunéré. Là. Oui, OK, parfait. Là, il y a une question aussi. Est-ce que vous intervenez dans les entreprises manufacturières? Comment fonctionnent les stages? Quelles sont les personnes qui peuvent être embauchées? Une liste de formations disponible. Est-ce que par rapport au domaine de formation dont tu parlais, et puis je vais venir à Maroussia après, hein, d'accord, de façon complémentaire. Christine, vous êtes aussi dans le milieu manufacturier ou c'est plus dans les services? Non, nous, on place dans le fond dans tout type d'entreprise. Là, dans le fond, là, c'est sûr que là, on parle de nos formations adaptées. C'est des créneaux plus particuliers, mais nos services, on place partout. Et oui, on place beaucoup là, dans les milieux manufacturiers. Donc, et oui, on intervient dans le milieu, là, autant, bon, là, on parle surtout de la formation, donc au niveau des suivis de stage, mais quand ensuite on va faire le maintien en emploi, bien, on est
présent, on est là. Dans le fond, nous, les clients demeurent dans nos services tant et aussi longtemps que le souhaitent. Et je dis toujours, le client chez nous, c'est pas juste la personne handicapée, mais c'est aussi l'employeur, là. Donc, on a vraiment un service sur mesure selon les besoins de la personne handicapée, selon les besoins de l'employeur. Oui, d'accord. Marussia, par rapport à vos interventions, il y a des interventions dans le manufacturier? Certainement, certainement. S'il y a des manufacturiers qui sont intéressés à soit créer des formations ou à ce qu'on crée des formations pour eux. Je vous donne un exemple. On avait fait une présentation il y a quelques années dans une chambre de commerce. C'était la première, pas la dernière. Puis justement, on pensait à créer des formations qui pourraient se baser, comment que ça ressemble aux formations qui sont offertes présentement au SDM CEMO, baser le contenu de la formation sur les besoins des employeurs. Donc, si on pense de manœuvre ou besoins manufacturiers, on peut certainement, mais tout est adapté selon le besoin, la région, la main-d'œuvre disponible et tout. Donc, on n'a pas de formule, encore une fois, on n'a pas de recette magique. Par contre, on peut certainement voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Le sur-mesure, c'est bien important. Ouais. Marie-France, il y a des participants qui sont évidemment intéressés à vos activités, produits de formation. C'est quoi la façon la plus facile de procéder pour eux d'y accéder? Comment ça marche? Nos outils de formation en tant que tel, c'est d'aller sur notre site web, donc www.cqa.ca. cqa.ca. C'est là qu'ils peuvent avoir accès aux capsules et voir les différentes formations qu'on offre en tant que telles. Pour ce qui est des capsules asynchrones, mieux comprendre les travailleurs avec limitation, je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des capsules qui se détaillent à 29 là, pour les 4 limitations. Là, donc, TDAH, EDI, troubles du spectre de l'autisme et troubles de santé mentale. D'accord. Donc, c'est disponible via notre site web. Vous allez, vous, participants, recevoir comme un document complémentaire là, au webinaire. Donc, il va y avoir les hyperliens vers le CQA. Ça vous facilitera la tâche. Je regarde, il nous reste 2 minutes. Les questions qui restent, donc donnez-moi 2 minutes. Ah oui, une question intéressante sur la question de la réintégration. Est-ce que vous soutenez des personnes donc, qui ont eu un accident du travail, qui travaillaient et qui se retrouvent éventuellement en situation de handicap après un accident du travail? Est-ce que vous intervenez dans le… Christine, peut-être pour commencer, dans ce contexte-là de réintégration après un accident du travail? Oui, bien, dans le fond, quand les gens sont consolidés, là, donc quand le dossier est fermé avec la CNE-SST, par exemple, ou avec l'assurance privée, oui, nous, on prend le relais, là, et dans le fond, on intervient, nous, dans toutes les sphères de la carrière d'une personne handicapée, donc que ce soit pour l'intégration ou pour le soutien même à la recherche d'emploi, mais également pour le maintien en emploi. Donc, si une personne, par exemple, qui a la sclérose en plaques, qui travaille depuis des années, et là, oups, va passer en fauteuil roulant, on peut l'accompagner, là, puis aller aider l'employeur pour adapter le poste de travail, adapter l'édifice. Donc, c'est le genre d'intervention qu'on fait là. Donc, il n'y a pas de limite à nos interventions tant que ça touche la carrière d'une personne handicapée. Oui, quel que soit le contexte où le handicap est survenu, Christine. Oui. Exactement. Il reste 2 questions en fait dans la banque de questions, 2-3 questions mais très techniques. Je vous propose de vous les envoyer vous mes invités là directement pour pouvoir répondre aux personnes. Il y en a peut-être une dernière. Ah oui, pour toi Marie-France, est-ce qu'il y a toujours un moratoire dans la création de nouvelles entreprises adaptées? On va finir avec ça. OK, au niveau des entreprises adaptées, c'est sûr qu'il y a eu un appel d'offres qui s'est terminé en septembre dernier en tant que tel. Il y a 3 entreprises qui ont réussi à avoir les subventions. Donc, c'est ça. Puis, j'ai entendu dire qu'il était pour avoir une nouvelle appel d'offres en janvier, au début de l'année 2022, pour créer de nouvelles entreprises adaptées. D'accord, parfait. Donc, c'est un réseau qui se développe aussi.
Alors, mesdames, je vais vous remercier infiniment pour toutes. Je pense qu'on pourrait toutes les quatre parler encore très longtemps de la question du développement des compétences. Puis c'est vraiment dans le contexte de notre société actuelle un sujet stratégique, hein, la question du développement des compétences. Je vais conclure pour aujourd'hui, mais pas à jamais, cette question-là avec vous autres. Donc, ben, je tiens à vous remercier énormément pour vos interventions. Puis, évidemment, je remercie également, même si je n'ai pas la possibilité de les voir, toutes les participantes et les participants à ce webinaire. Euh, Vous allez pouvoir compléter juste après la fin du webinaire une évaluation. Je vous invite vraiment à le faire. On est tous dans un processus d'amélioration continue, donc on a besoin, Marie-France, tu souris, en responsable de formation aussi, on est là-dedans. Donc, on a besoin d'avoir vos rétroactions par rapport à ça. Je vous rappelle que ce webinaire, donc, il a été enregistré pour faire l'objet d'une rediffusion ultérieure. Alors, toutes les personnes inscrites vont recevoir un courriel de suivi avec la vidéo et un petit document complémentaire dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Ce webinaire, en fait, c'est le dernier d'une série de 5 que nous avions commencé il y a un an exactement, le 3 décembre 2020. Donc destiné aux acteurs du milieu de travail. Les 5 webinaires, si vous voulez les diffuser ou les regarder si vous les avez manqués, vont être notamment disponibles sur la chaîne YouTube du CCPH. Vu l'intérêt que ces webinaires ont soulevé, on va bien sûr réfléchir en tant que comité une nouvelle programmation pour 22-23. En attendant, ben, je vous invite à suivre nos activités via les réseaux sociaux. Donc, depuis septembre, on a une page Facebook et une page LinkedIn. Donc, le mieux est, si vous le souhaitez, vous abonner. Et puis, je finis en vous souhaitant une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis, même si on est juste le 3 décembre, un très joyeux temps des fêtes autant que possible. Donc, merci beaucoup et au revoir.